Bonjour, donc ici je vais voir une petite vidéo concernant, je veux dire, cet échangeur de chaleur. Cet échangeur, voilà, c'est un échangeur. Je vais expliquer en quoi c'est un échangeur, en quoi il consiste et en quoi, je veux dire, il sert et comment, je veux dire, le raccorder en fait. Voilà. Donc ici, il faut savoir que bon, dans les pays tempérés, humides, bon, ou froids, bon, on est obligé de se chauffer. Et ça, l'homme a toujours voulu, je veux dire, chercher à se mettre à l'abri, je veux dire, des conditions climatiques, notamment du froid, de la pluie, etc. Bon, pour se mettre à l'abri de la pluie, et voilà, des attaques d'eau, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se met à l'abri. À l'abri, par exemple, dans des grottes, quand il y avait les premiers hommes, et puis les habitations ont fourni, je veux dire, un toit avec un angle pentu pour les écoulements des eaux vers, bien sûr, des zingueries qui consistent à évacuer les eaux, c'est-à-dire, quand je dis zingueries, que ce sont les corniches, celui qui a plus de moyens, bon, il peut mettre, ouais, on dit zingueries de zinc, mais on peut mettre aussi, bien sûr, du cuivre, mais ça, c'est relativement cher pour évacuer ces eaux. Donc ça devient un luxe pour évacuer ces eaux. Et donc on a tout un système de corniches pour l'évacuation des eaux, pour se mettre à l'abri je veux dire, des attaques d'eau ou de neige, bien sûr, de tout ce qui tomberait du ciel. Donc, comme on a la loi de la gravitation, au travers de toits pentus, ben, on fait s'écouler les eaux vers, si vous voulez, des espèces de rigoles qui sont des corniches, et l'évacuation vers soit les eaux usées, mais je veux dire, l'idéal c'est de récolter toutes ces eaux via une citerne ou je veux dire, des citernes enterrées ou des citernes, je veux dire, souterraines euh, dans des bidons. Dans des gros bidons, ils vendent des gros bidons d'une certaine contenance avec un robinet et vous récoltez ces eaux là-dedans, pourquoi pas. Donc attention que l'eau c'est fondamental, bon, il vaut mieux récolter ces eaux bien sûr à usage domestique, non pas pour l'alimentation parce qu'à ce moment-là il faudrait requérir beaucoup de filtres, hein, du filtrage, voilà, et mettre des produits, je veux dire, antibactériens. Voilà. Hein, je veux dire, et tout dépend le type de filtrage que vous voulez, on peut tout avoir. Hein. Ça, vous demandez, je veux dire, au service spécialisé, ils peuvent vous donner des filtres de ce que vous voulez. Des filtres d'autant de microns pour les bactéries, des filtres d'autant de microns pour d'autres bactéries encore plus petites. Voilà, donc on peut filtrer la taille de bactéries, mais on peut filtrer, je veux dire, la qualité de l'eau pour avoir, je veux dire, une eau plus alcaline ou etc., etc. Voilà, donc en fait, le filtrage peut être, je veux dire, de différents types. Différents types. Bon, certains recherchent une eau alcaline, pourquoi pas. Je veux dire, je veux dire, une eau alcaline, bon, on sait bien que les retombées d'eau sont généralement des eaux acides. Bon, et le tout, bon, le corps a besoin, je veux dire, bon, un petit peu d'acidité, mais l'idéal c'est d'équilibrer par de la basicité. Donc voilà. Et donc une eau basique, je veux dire, recommandée pour une alimentation, je veux dire, saine. Voilà. Alors on peut arrêter ce qu'on veut, hein, si on met des fils de ce qu'on veut, on peut arrêter certaines choses, certains minéraux, enfin certains sels, certains, voilà, on peut arrêter ce qu'on veut. Voilà, donc ici, bon, ça c'est pour les eaux, mais en fait, ici ça sert au chauffage. C'est-à-dire, donc on se protège du climat, soit par des retombées de neige, du vent, bien sûr. Le vent, c'est la toiture et la maçonnerie qui font que on a une force. Regardez l'histoire des trois petits cochons. Hein, je veux dire, qui se mettent à l'abri. Un construit une maison en bois, l'autre une maison en briques et une en maison, je sais plus quoi, en paille ou je sais plus quoi. Eh bien, tous ceux qui ont construit des maisons qui étaient, je veux dire, qui n'étaient pas solides, ben, je veux dire, avaient les aléas climatiques tels que le vent, les tempêtes, etc., qui peuvent, je veux dire, détruire tout au passage. Et notamment, je veux dire, si on a une maison plus bétonnée, hein, ben, je veux dire, le risque est déjà plus limité qu'une maison en bois ou une maison, je veux dire, ou autre. Voilà. Une maison autre que du béton. Bon, ceci étant dit, donc il faut se protéger euh, des retombées du ciel. Hein. Bon, certains pays ont des poussières, hein, d'énormes poussières, je pense au désert. Là, c'est des tempêtes de poussière et on ne voit plus rien du tout. Voilà, il y a des pays, c'est comme ça, il y a des tempêtes de sable. Et les tempêtes de sable, c'est extraordinaire parce qu'on ne voit plus rien. C'est plus la peine de circuler en voiture
Parce qu'en fait, on est fondu dans une masse, je veux dire, ocre ou je veux dire sableuse, qui font on voit plus rien du tout. C'est plus la peine de circuler en voiture, c'est plus la peine de sortir parce qu'on voit rien, vraiment rien. C'est la nuit en pleine journée. Donc voilà, les aléas climatiques, il existe toute une multitude d'aléas climatiques qui soient, je veux dire, des retombées, c'est-à-dire soit des retombées de de sable, de retombées de pluie, des retombées de neige, des retombées de flocons, de retombées de ce qui s'ensuit. Donc il faut protéger les habitations, mais aussi des aléas climatiques tels que le vent, la force du vent, les tempêtes, les bourrasques et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, c'est de la météorologie. Donc, les habitations aident en soi je veux dire, régler, je veux dire, en partie, euh, règle en partie le monde euh, dangereux de l'extérieur, qui l'extérieur fait office de climat, enfin fait office de monde où il y a un climat qui règne avec, je veux dire, tous les aléas que ça peut avoir. Maintenant, la planète Terre, je veux dire, est quand même assez, je veux dire, bien que de temps en temps on voit des tempêtes, des tremblements de terre, des volcans, etc., tous des effets naturels qui se produisent sur Terre, mais la Terre subit très peu par rapport à certaines planètes, des planètes où, je veux dire, il n'y a que ça. Je veux dire, c'est des volcans, quand c'est pas des volcans, c'est des tempêtes énormes de flammes. Quand c'est pas des tempêtes énormes de flammes, c'est des tempêtes énormes voilà, de sable, etc. Donc, je veux dire, bon, la Terre est épargnée par rapport à beaucoup de planètes. Voilà, on n'a rien du tout. Mais on construit des habitations pour justement s'isoler de ce monde, je veux dire, qui est, je veux dire, aux aléas climatiques divers. Bon, maintenant, il y a aussi l'effet de la température. La température, c'est chaud-froid. Chaud-froid, qu'est-ce qui se passe? Ben, à l'extérieur, il peut faire très chaud à l'extérieur. Bon, à ce moment-là, on essaie de refroidir l'intérieur. On met des systèmes de refroidissement, hein, je veux dire, qui sont des systèmes, par exemple, d'air conditionné. D'air conditionné. Voilà. Bon, maintenant, moi, ce que je veux parler, c'est de l'échangeur. Donc, je vais en arriver petit à petit à dire que quand il fait froid, ben, on essaie de se chauffer. Se chauffer. Bon, mais maintenant, ça ne suffit pas de se chauffer avec un poêle à charbon, avec un poêle à mazout. Quoique le mazout, il y a une rage taxatoire ici au diesel. Ouais, au niveau des véhicules diesel, il y a une rage taxatoire qui fait que on essaie d'enlever le diesel de la circulation. Et dans quelques années, ici on est en 2018, le diesel va être complètement éliminé, hein. Donc ici, il y a une rage taxatoire qui date depuis 4-5 ans pour faire en sorte que les gens, je veux dire, sortir du diesel. Mais il en est de même pour le mazout. Le mazout de chauffage, petit à petit, on essaie d'en faire en sorte d'habituer les gens de s'enlever du mazout, hein. Donc, je veux dire, en 2018, celui qui veut encore faire du mazout, bon, je crois qu'il est mal barré par rapport aux années qui vont arriver, hein. Voilà. Alors, ceci étant dit, parce qu'en fait, on considère que voilà, que la Terre a assez souffert, je veux dire, des aléas, je veux dire, de l'homme au niveau de la pollution, et je veux dire que la pollution induit justement un, un mauvais climat. Voilà, puisque la Terre est déséquilibrée au niveau de ses paramètres, et qu'est-ce qui fait en sorte que, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a, bien sûr, vous comprendrez qu'il y a les cycles de l'azote, les cycles du carbone et le cycle de l'eau. Voilà, bah, les eaux sont attaquées parce qu'il y a des pollutions marines, des cours d'eau, etc. Il y a divers types de pollutions industrielles de toutes sortes, des pollutions de toutes sortes, d'êtres humains, voilà. Et le CO2, bon, il faut un équilibre, il faut pas trop de CO2 parce que trop de CO2, c'est pas bon. Voilà. Donc en fait, les entreprises polluent et émettent du CO2. Il y a pas, donc il y a les arbres qui émettent des CO2 en quantité. Il y a les êtres humains, au travers de la respiration et surtout l'expiration, hein. On inspire de l'air, mais on expire du CO2 et des vapeurs d'eau, bien sûr, mais comme tuyau d'échappement. Et les voitures, bien sûr, qui polluent, etc. Qui fait en sorte que ben, on a des pollutions et on essaie d'arrêter ces fameuses pollutions pour éviter que justement ces pollutions n'agressent la Terre plus qu'elle ne l'est maintenant et qui fassent en sorte que le climat est modifié du fait des pollutions. Voilà. Et donc on va essayer de retirer le diesel, on va retirer le mazout, voilà,
Le bois de chauffage, il pollue parce que quand quelqu'un chauffe au bois, vous sentez tout de suite qu'il chauffe au bois. Le bois, c'est pas très bon et c'est nocif aussi parce que ça émet des particules fines. Mazout émet des particules fines. Diesel émet des particules fines. Enfin voilà, vous comprendrez qu'il reste pas grand-chose. Le charbon, n'en parlons pas, c'est sale et c'est aussi ça émet des particules fines. Voilà, donc en fait, tout ceci sont des polluants, euh, ça, ce sont un polluant rocheux, ben, c'est le charbon, il y a l'anthracite, il y a la houille, etc. Il y a différents types de charbon, voilà, avec des différentes quantités énergétiques dans les différents types de charbon, voilà. Et c'était toutes des quantités, tout est énergétique ici, donc voilà. Et celui-ci, il est solide, celui-là, liquide, le diesel, et le mazout est diesel, le mazout est liquide. Voilà. Maintenant, il existe un hydrocarbure, parce que le diesel et le mazout, ce sont des hydrocarbures. Voilà. Alors que le charbon est une roche et le bois, bon, ça vient, c'est du bois. Voilà. Matière organique. Le bois, donc il reste, je veux dire, des solutions qui sont moins polluantes et moins réjecteurs de CO2, telles que le charbon et les hydrocarbures. Parce que dans le charbon, il y a du carbone, dans le diesel, il y a du carbone, dans le mazout, il y a du carbone, donc ça pollue, et le bois aussi, il y a du carbone. Hein. Donc ça, on pollue, on rajoute du carbone au cycle du carbone. Hein, voilà, donc on déséquilibre, comme je vous ai dit, dire la Terre. Voilà. Donc ceci pour vous dire qu'on choisit maintenant on commence à avoir des alternatives. L'éolien, mais c'est pas encore très lancé. L'éolien, on peut avoir l'énergie des marées, et voilà l'énergie des marées, l'énergie solaire, hein, mais c'est pas encore développé par rapport à ce que je veux dire on devrait avoir. Il y a l'énergie thermonucléaire, bon là, je veux dire, il commence à avoir des petites fissures dans les centrales, on commence à s'inquiéter et que ça a un certain coût je veux dire, de réparer les centrales nucléaires. Voilà, et il reste, je veux dire, on a dit le solaire, l'éolien, voilà, et c'est diverses alternatives. Mais il reste quand même un qui est moins polluant que les hydrocarbures, je veux dire, classiques, c'est voilà, le gaz de ville. Voilà. Et donc ici, cet échangeur-là, eh bien, va être utilisé bien sûr avec une chaudière gaz. Chaudière gaz pour quoi faire? Ben, pour deux choses. Pour, comme je vous ai dit, chauffer votre habitation avec voilà, une chaudière et bien sûr des radiateurs. Et bien sûr, ça va se faire via une circulation d'eau. Hein. C'est de l'eau. En fait, c'est de l'eau qui chauffe. On fait chauffer de l'eau, hein, c'est de l'eau. Voilà. Généralement, on fait un poêle au charbon, par exemple, va évacuer sa chaleur, je veux dire, par, je sais plus comment, par convection, par rayonnement, par convection, voilà. Euh, voilà, par rayonnement et par convection. Elle ne touche rien, elle est en contact avec. Ouais, peut-être, si on touche, enfin, si on devait toucher quelque chose, c'est aussi de la conduction, hein. Mais généralement, c'est le rayonnement et la convection. Donc, ouais, on peut chauffer à l'électrique, hein. Mais l'électrique, généralement, ça vient des centrales. Et les centrales, généralement, bon, si c'est une centrale thermique, ça pollue aussi. Hein. Voilà, tout ce qui est chauffer des vapeurs pour faire tourner une turbine et un alternateur, mais ça va engendrer, bon, par quoi on fait tourner l'alternateur, par quoi il fait tourner la turbine, comment on chauffe. Si on fait chauffer avec du gaz, ben, c'est une centrale thermique au gaz. Hein. Donc voilà, donc à ce moment-là, voilà, si c'est une centrale thermonucléaire, ben, on a besoin de matériaux nucléaires. Matériaux nucléaires. Voilà. Et roches nucléaires, c'est pas ce qui manque. Hein. Je veux dire, elles sont enrichies. Voilà, après, on les utilise comme barreaux pour chauffer, je veux dire, les eaux. Mais de toute façon, tout ça pollue. Hein. Je veux dire, et en plus de ça, si on utilise le nucléaire, bon, c'est encore pire parce que je veux dire, hein, je veux dire, après, il y a la radioactivité, il faut s'en débarrasser. Moi, ce que je voulais dire, c'est pas ça. C'était que, bon, donc, dans une habitation, on doit se prémunir des aléas climatiques extérieurs, aussi bien, comme j'ai expliqué, de tout, de toutes les retombées, mais aussi de se prémunir du froid. Hein, dans les pays chauds, bon, ils peuvent avoir des problèmes en hiver de froid. Dans les pays tempérés, ben, le froid est peut-être
On a dans les pays tempérés et humides, bon, à n'importe quel moment, on peut avoir la météo qui change. Voilà, il y a des zones variables. Voilà, dans des pays à zone à température variable, c'est-à-dire on peut être en été, mais il peut faire froid en été. Pas comme en hiver, mais au moins il peut faire froid. Maintenant, en septembre, on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Il peut faire froid, qu'on peut avoir un été indien, voilà. Et donc, les chaudières vont commencer à se mettre en route à un certain mois de l'année. On ne sait pas quand, parce que je veux dire, quand on est dans un pays tempéré tel que la Belgique, ben c'est variable, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand c'est variable, bon, c'est variable. On ne sait pas dire, on ne sait pas prévoir dans 4 ans, voilà, si on va faire chauffer plus sa chaudière que dans 20 ans ou dans 30 ans, on ne sait pas. Voilà, parce que, je veux dire, on est dans un pays variable, on ne sait pas ce qui se passe. Et maintenant, avec le changement climatique, ils disent que les étés sont de plus en plus chauds. Donc, peut-être, s'ils sont de plus en plus chauds, ils peuvent s'étaler plus sur septembre et commencer peut-être en, en fin mars ou en avril. Voilà, avril. Donc, la période, on commence à avoir une grande période chaude et donc la période froide commence à se réduire. Et donc, voilà, donc on utilise de moins en moins, je veux dire, les chaudières. Bon, alors, qu'est-ce que je disais par là? C'est que les chaudières, elles servent à deux choses. On peut chauffer de l'eau chaude pour réchauffer. Hein, parce que je vous ai dit que les poêles c'est à convection, à rayonnement. On a toutes sortes de poêles à mazout, poêles au charbon, poêles au bois, poêles. Voilà, maintenant ils mettent des poêles spécifiques au pellet. Voilà, qui est comment on moins polluant. Le pellet est moins polluant. Voilà, on préconise de se chauffer au pellet. Et il y a différents types de pellets et différents types de poêles avec, bien sûr, en fonction du prix, vous aurez comment est-ce qu'on appelle ça, la quantité de chaleur nécessaire, enfin la puissance. Voilà, vous avez des types. La puissance va dépendre du poêle que vous allez acheter, du prix que vous allez mettre pour acheter le poêle. Voilà. Donc, à une chaudière, on a bien sûr une puissance. Faire chauffer un bâtiment, c'est pas la même chose que de faire chauffer une petite habitation. Donc, un bâtiment demandera une chaudière à plus forte puissance et donc à un coût plus exorbitant qu'une petite chaudière où on veut faire chauffer, je veux dire, une petite habitation à quelques pièces. Avec quelques pièces. Bon, maintenant, certains surdimensionnent les chaudières. Pourquoi? Parce qu'ils se disent peut-être qu'il peut y avoir des constructions annexes à l'avenir. Et donc, on va penser à mettre je veux dire, une consommation de puissance, enfin, une chaudière plus puissante pour que le jour où on rajoute des pièces annexes, eh bien, qu'on puisse, je veux dire, prendre en compte ces pièces annexes. Voilà, maintenant, revenons-en à cet échangeur de chaleur. Bon, comme je vous dis, on va chauffer comment? Avec de l'eau. On chauffe les pièces avec de l'eau, on fait circuler de l'eau. Ah, je veux dire, on fait circuler l'eau dans des tuyauteries chaudes, et cette eau chaude, pour atteindre une certaine température, ben, elle va chauffer l'environnement par convection. Voilà. Et donc, bien sûr, il existe de l'électricité, des poêles électriques, enfin des radiateurs électriques, je m'excuse, électriques par convection. Il existe des convecteurs électriques. Bon, ceci étant dit, la chaudière va servir tout simplement à chauffer. Il y a ce qu'on appelle un brûleur, et un brûleur va chauffer, je veux dire, voilà, je vais mettre ici le brûleur en rouge. Bien sûr, un brûleur, pour qu'il soit, je veux dire, le plus économique possible, il est commandé de manière électronique, comme le sont les commandes. Voilà, dans les voitures, tout est électronique, dans les motos, tout devient électronique. Voilà, tout est électronique. Pourquoi on utilise l'électronique? Pour la régulation. On utilise l'électronique pour réguler, c'est-à-dire pour consommer moins, pour consommer. Donc, qui dit consommer moins, dit payer moins cher, et donc, mais consommer de manière optimale. Hein. C'est pas parce on, on chauffe moins qu'on a moins de, je veux dire, euh, on a moins de, je veux dire, de rendement. C'est pas vrai ça. Hein. Justement, le régulateur est là pour apporter le maximum de rendement et pour avoir une consommation la plus basse possible. Voilà, c'est ça à ça que sert le régulateur. Et généralement, ce sont des régulateurs électroniques. Voilà. Et là, on va mettre un brûleur et le brûleur, bien sûr, va faire chauffer. Voilà, des serpentins, je peux appeler ça des serpentins, qu'on appelle, je veux dire, un échangeur de chaleur primaire. Bon, au départ, ici, l'eau, elle est froide. Hein. Oui, l'eau, elle est froide. Donc, je vais mettre en bleu. Ce qui est froid, je mets en bleu. Là, elle est froide. C'est froid. Et puis, au fur et à mesure, voilà, il n'y a pas de rouge. Ici, il n'y a pas de rouge. Là, elle est froide. Et puis, au fur et à mesure que voilà, ça circule sur le serpentin,
et que le corps de chauffe commence à chauffer, ben, il devient de plus en plus chaud pour avoir une eau la plus chaude ici. Voilà, l'eau la plus chaude est ici, en sortie. Voilà, en sortie de serpentin, c'est-à-dire à la sortie de l'échangeur de chaleur. Voilà, donc ici, l'eau arrive ici. Bon, c'est de l'eau froide. Bon. Vous allez me dire, ouais, ben, d'où vient l'eau froide? Ben, l'eau vient de l'eau de ville, hein. C'est l'eau de ville. C'est comme de l'eau du robinet, l'eau, elle vient de là. Non, je m'excuse. Ouais, elle vient de l'eau de ville, mais elle se raccorde pas là. Voilà. En fait, on va raccorder l'eau de ville justement à ceci. Et justement, je n'ai pas encore expliqué ce que c'est. Ça, c'est un échangeur de, un échangeur OO. Voilà, c'est un échangeur OO. Parce qu'ici, on a un cycle fermé. Si vous voulez, l'eau passe ici, hein. Voilà. Et l'eau repasse ici. L'eau chaude. En circuit fermé. Voilà. Donc en ce tuyau-là, hein, quand on voit ce tuyau-là, c'est ça. Je raccorde la sortie à ce tuyau-là. Et je regarde l'entrée de l'échangeur. Donc ça, j'ai bien dit que c'était l'échangeur des chaleurs primaires, hein. C'est un échangeur primaire. Voilà. Et donc voilà, ici je sors là. Et alors, ici, on circule en circuit fermé. Voilà. Et l'eau froide, bon, elle finit par se refroidir. Pourquoi? Parce que la chaleur ici, ici c'est chaud, et puis de moins en moins chaud. Ça va passer ici, ça va devenir froid, ça va se refroidir si vous voulez. Autant ici on chauffe, autant ici on refroidit. Pourquoi il se refroidit? Parce que tout simplement la chaleur est échangée avec la deuxième partie ici. Donc ici on a un circuit fermé, mais pour faire circuler ça, il faut un circulateur bien sûr, hein. Donc on met voilà, un circulateur d'eau. Là, bien sûr avec deux vannes pour pouvoir enlever le circulateur, dire quand je dois faire une réparation du circulateur, ou, voilà, pour enlever le circulateur, ben, je dois couper l'eau au-dessus et en dessous. Voilà. Et ensuite, je peux enlever le circulateur d'eau. Bon, c'est un bête petit triangle, hein. Peut-être que je l'ai mal dessiné, mais avec un cercle. Voilà. Voilà. Et avec deux vannes. Deux simples vannes, tout simplement. Voilà. Donc ici, on a bien une circulation via le circulateur, qui est un moteur, un petit moteur électrique, un moteur électrique, ouais. Voilà, qui va faire passer, circuler l'eau dans un circuit fermé. L'eau passe en circuit fermé comme ceci, recircule comme ceci, mais là l'eau elle est chaude, là l'eau elle est froide. Mais pourquoi faire chauffer l'eau dans un circuit fermé? Mais c'est pour échanger la chaleur, hein, qui va passer la chaleur, on va donner la chaleur, donc on a bien un échangeur eau, parce qu'ici c'est de l'eau aussi qui va passer. Voilà. Donc ici il circule en circuit fermé, et l'eau de ville arrive ici. L'eau de ville est ici. Voilà, ça c'est l'eau de ville. Bon, ici il y a du raccordement bien sûr au brûleur. Si c'est un chaudière gaz, ben, généralement c'est des chaudières gaz. Ça c'est pour les chaudières gaz. Voilà cet échangeur-là. Donc là, bien sûr, il faut raccorder au gaz, hein. Voilà, le brûleur va être raccordé au gaz parce que c'est un brûleur au gaz, par exemple. Voilà. C'est juste simplement, c'est comme vous faites chauffer un bouloir sur voilà, du gaz, ben, il faut ouvrir le gaz et il faut, je veux dire, allumer une allumette. Voilà, ici il y a une étincelle, voilà, électrique bien sûr, qui envoie, je veux dire, les flammes. Et puis vous avez les flammes pour chauffer, je veux dire, voilà, l'échangeur primaire. Et puis on a une circulation. Ouais, et là on a l'échange. Il va échanger sa chaleur avec celui du bas. Voilà. Donc ce qui veut dire que s'il échange ici, ben, l'eau de ville va rentrer ici en froid pour ressortir ici bien sûr chaud.
Ouais, et comment est-ce qu'il échange sa chaleur? Vous allez me dire, ouais, c'est par conduction, hein. Par conduction, parce que tout est dans un métal en fer. Voilà, voilà. Mais attention que, voilà, tout est dans un métal en fer, donc tout est. Si vous chauffez d'un côté le métal, ben, il va être chaud ici, et donc il va chauffer l'eau à l'intérieur, l'eau qui est froide de ville. Et l'eau, avec cette eau chaude, qu'est-ce que vous faites? Ben, avec cette eau chaude, ici, on va, je veux dire, euh, pour l'eau chaude sanitaire, on va avoir de l'eau chaude. Donc, c'est un bienfait. Par exemple, on veut laver de la vaisselle avec de l'eau chaude. Voilà, on veut. Attention qu'il y a des appareils qui ont leur propre système de chauffe, hein. Par exemple, je prends le cas d'une machine à laver, il y a une résistance à l'intérieur, une résistance électrique pour chauffer. Voilà, il ne faut pas passer par un système de chaufferie comme ceci pour avoir de l'eau chaude dans une machine à laver, ni dans un lave-vaisselle, ni dans. Eux, ils ont prévu les lave-vaisselle, ils ont prévu à l'intérieur un corps de chauffe qui est une résistance chauffante. Voilà, une grosse en serpentin, qui est une résistance électrique d'une certaine puissance, voilà, qu'on connecte de manière électrique. Et là, à ce moment-là, on fait chauffer. Ça, c'est valable pour la machine à laver, c'est valable pour le, comment on appelle ça, euh, tous les skis électroménagers qui chauffent, machine à laver, lave-vaisselle, voilà, lave-vaisselle, euh, je pense à quoi? Euh, voilà, tout ce qui est électroménager, s'il faut chauffer, ben c'est via des systèmes extérieurs propres au système de machine à laver ou de lave-vaisselle. Donc il ne faut pas repasser par l'eau chaude sanitaire pour essayer de remettre dans la machine à laver. Quoi qu'on aurait pu penser à ça, mais c'est parce que. Et comme ça pourrait enlever les résistances chauffantes et tout un système dans la machine à laver. Si on ramène l'eau chaude de l'extérieur, pourquoi pas. Bon, donc ici, on va l'utiliser ben, pour l'eau de ville va être transformée en chaleur pour bien sûr les besoins sanitaires. Donc là, on aura de l'eau chaude sanitaire. Bien sûr, pourquoi on a de l'eau chaude? Avant, il fallait chauffer dans des cuvettes, hein. On faisait chauffer, je m'excuse. On faisait chauffer, je veux dire, hum, via des grosses bassines. On faisait chauffer des grosses bassines via le poêle, etc. On avait de l'eau chaude ou des bouloirs, etc. Des bouloirs. Voilà, on avait de l'eau chaude, il fallait toujours chauffer, mais comme on avait toujours. Mais en été, c'était un petit peu embêtant parce que quand il fait chaud, bon, on va pas mettre le poêle. Voilà, on va pas mettre le poêle exprès pour l'eau. Pour l'eau. Et pourtant, c'est ce qu'ils faisaient avant, ils devaient mettre le poêle pour faire chauffer de l'eau, alors qu'il faisait peut-être chaud à l'extérieur. Alors que maintenant, bon, on peut avoir, je veux dire, voilà, du froid dans la maison, mais de l'eau chaude sanitaire. On peut ne pas avoir chauffer de bouilloire ou de bassine d'eau chaude pour avoir de l'eau chaude. Voilà, tout est devenu, si vous voulez, instinctif, automatique. Tout est automatisé. Ici, je parle dans le sens automatisé, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à ouvrir le robinet pour avoir de l'eau chaude. Enfin, il faut attendre un petit temps, bien sûr. Il y a un temps nécessaire à chauffer. Donc, c'est vrai qu'on a toujours des pertes, des pertes parce qu'au départ, l'eau elle n'est pas réchauffée. Sauf si maintenant vous mettez des ballons d'eau chaude, ça c'est encore autre chose. Mais si je ne parle pas de ballons d'eau chaude. Là, un ballon d'eau chaude, on a une réserve d'eau de. Par exemple, si vous achetez un ballon de 100 litres, ben, vous avez toujours de l'eau chaude à 100 litres que vous pouvez utiliser, mais bon, ça consomme. Hein. Attention que ça consomme au niveau électrique. Voilà, donc ici, vous allez me dire ça consomme aussi, mais c'est régulé, ça consomme moins que, je veux dire, qu'un système qui demanderait beaucoup plus d'eau à chauffer, une masse d'eau à chauffer. Voilà, maintenant vous allez me dire, ouais, mais, oui, mais ici on a de l'eau chaude. Cette eau chaude-là peut nous servir à avoir de l'eau chaude pour chauffer une habitation, puisqu'en fait on a dit que tout à l'heure, pour chauffer, il fallait des tuyauteries, juste des tuyauteries et mettre de l'eau chaude dedans. Ben, effectivement, en raccordant, je veux dire, ici, le circuit fermé ici, euh, à l'eau chaude, ben, je peux alimenter, si vous voulez, des radiateurs. Voilà. Les radiateurs. Ici, c'est un peu la même chose. Hein. Le radiateur, au début, c'est chaud, et à la fin, l'eau commence à devenir de plus en plus, de moins en moins chaud pour, je veux dire, voilà, euh, pour, euh, voilà, pourquoi elle devient chaude? Ben, c'est encore une fois,
Ça, c'est le radiateur n'est tout simplement qu'un... Ici, on n'a affaire qu'à des échangeurs, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est un échangeur. Voilà, air, RO, parce qu'à l'intérieur circule de l'eau, mais là, c'est par convection et rayonnement. Donc ici, s'il le touche, c'est encore par conduction aussi, hein, s'il le touche. Mais si c'est généralement par rayonnement et conduction. Voilà, donc ici, ce qui se passe, c'est un échangeur RO. Alors que là, c'est un échangeur OO. OO. Ouais, parce qu'on a de l'eau qui circule dedans et on fait réchauffer de l'eau. Et alors ici, c'est un échangeur quoi, le radiateur? Ben, on voit bien que c'est de l'eau à l'intérieur, eau, air. Puisqu'on va réchauffer l'air par, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par convection. Par convection. Bon, ici, il y a des flammes, il y a du rayonnement. Hein. Là où il y aura des flammes, il y aura du rayonnement. Là où il y aura de la lumière, il y aura du rayonnement. Voilà. Mais là où il n'y a pas de flamme, bon, on peut se dire, s'il n'y a pas de contact et pas de flamme, ce sera euh, par convection. C'est-à-dire par des masses d'air. Et ici, c'est bien un échangeur eau-air. Si ce sera par convection. Dans les poêles à charbon, là, on avait de la chaleur avec de la lumière, parce qu'on avait de la... Voilà, là, on avait du rayonnement, mais en plus de ça, on avait de la convection. On faisait chauffer les masses d'air. Voilà. Et si vous mettez un bouilloire dessus, ben, vous aviez par contact une conduction d'un bouilloire sur le poêle. Là, c'était par conduction. Le bouilloire allait se réchauffer par conduction. Ouais, vous allez me dire, donc ici, c'est un échangeur RO, là, OO, et là, un échangeur OR. Voilà. Donc, je répète, RO, OO, et ici, OR. Bon, mais vous allez me dire, ouais, mais là, je me raccorde où? Mais ici, c'est un circuit fermé, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Si c'est un circuit fermé, il doit rester fermé. Donc, voilà, il y a un petit peu d'eau qui va un petit peu, je veux dire, disparaître au fur et à mesure parce que l'eau va s'évaporer, bien sûr, vous comprendrez, à la longue, mais il faut rajouter de l'eau par après. Hein. Voilà, il faut toujours rajouter de l'eau assez souvent parce que l'eau va finir par se perdre, hein, bon, voilà, par évaporation. Donc ici, on va raccorder ceci au circuit fermé ici. Donc ici, on a l'arrivée de l'eau de ville. Voilà. Voilà, comme ceci et comme ceci. Et là, on va au radiateur. Voilà. Voilà. Donc ici, la circulation, elle se fait comme ceci. Là, la circulation, elle se fait comme ceci, je l'ai dit. Ici, la circulation, elle se fait par là. La circulation, bien sûr, il n'y a pas photo, ça va par là. Et tout ça au travers, bien sûr, d'un circulateur qui fait circuler tout ça. Bon, maintenant, voyons voir. Et c'est la dernière des choses que je vais rajouter à cette vidéo. Ceci ici, ce point-là, comment est-ce qu'on appelle ce point-là? Eh bien, ce point-là, c'est tout simplement, on va mettre une vanne spéciale. Parce que l'eau doit aller, elle provient d'ici. Elle provient d'ici. Elle doit aller par là, et en même temps, elle doit aller par là. Voilà, elle doit aller, voilà, elle doit se diviser, si vous voulez. L'eau doit se diviser. Voilà. Et si elle doit se diviser, elle a combien de voies? Une voie d'arrivée et deux voies une voie d'arrivée et deux voies de séparation. Donc ce qui fait 3. Il y a 3 voies en fait. Une qui arrive et 2 qui se séparent. Ce qui fait que là, on a affaire à une vanne de 3 voies. Bon, alors la représentation d'une vanne de 3 voies, je vais la représenter. En fait, il suffit que je ramène, il faut que je ramène ça ici, là. Donc je vais retirer ceci, hein. C'est la même chose, je fais la même chose, hein. Je fais rien d'autre. Voilà, je ramène ça ici. Je retire les explications ici avec les flèches. La flèche là, je peux la garder. Donc, ce qui voudrait dire que je dois raccorder ce tuyau là. Je dois le raccorder ici. Ouais, dans les tuyauteries, il existe toutes sortes de tuyauteries. Il y a les coudes à 90, les coudes à 45, il y a les T, il y a tout ce que vous voulez. Bon, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Bon, ça c'est... Il faut aller voir voilà, tout ce qui existe au niveau sanitaire et des raccords. Les raccords, c'est pas ce qui manque. Et les clés nécessaires pour enlever tous ces raccords, parce que c'est des choses puissantes. Hein. Voilà, il faut raccorder pour ne pas avoir des
de perte d'eau, il faut mettre voilà, du chanvre, il faut raccorder avec du chanvre, on va mettre du chanvre. Ouais, il y a toute une panoplie de choses à faire. Le technicien doit faire un certain nombre d'opérations qui est celui d'avoir le maximum d'étanchéité, parce que dans tout ce qui circule, là où partout circule de l'eau, le problème numéro un, c'est bien sûr l'étanchéité, hein. C'est que le système soit complètement fermé, c'est-à-dire complètement étanche. Bon, et l'étanchéité est un des soucis majeurs voilà, euh, voilà, du monde, là où circule de l'eau. Partout où il circulera de l'eau, le problème numéro un, c'est d'assurer l'étanchéité, hein. S'il n'y a pas d'étanchéité, ben, on a des pertes d'eau. Et les pertes d'eau, c'est nocif pour le milieu du bâtiment. Si ça perd à l'extérieur, ou si ça tombe sur de la maçonnerie, du plafonnage, ou n'importe quoi, ou du bois, ça va finir par faire pourrir les choses. On va avoir de l'attaque. Maintenant, sachez que si vous perdez de l'eau au niveau d'une cuvette de WC, par exemple, ben, si vous ne réparez pas la cuvette de WC, à la longue, ça va coûter, je veux dire, de l'argent. Voilà, donc, de toute façon, ça reste nocif. Ça va rester nocif pour aussi bien le portefeuille que pour, je veux dire, et quand je dis pour le bâtiment, c'est pour le portefeuille, parce que une fois qu'on a le plafonnage qui est pris par de l'eau ou une coulée d'eau quelque part, sachez qu'on peut avoir des petites pertes d'eau comme des gouttes, comme on peut avoir, je veux dire, tout peut s'écouler, hein. Voilà, il peut avoir une fuite énorme. Et une fuite énorme, pour évacuer ça, si c'est dans les sciacs du bois, vous pouvez tout remplacer. Parce que je veux dire, j'ai déjà vu des fuites où je veux dire le gars il devait sortir à la bassine pendant des heures, la quantité, je veux dire, qui était perdue, hein. Parce on peut perdre des gouttes, mais on peut avoir, je veux dire, euh, tout qui flanche et on a une quantité d'eau phénoménale à évacuer, hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, s'il y a des boiseries et tout, ça a tout pris, hein. Plafonnage, boiserie, vous pouvez tout casser et recommencer à zéro, hein. Voilà, donc ici je vais vous montrer comment on fait le raccordement de ces trois trios-là, de l'arrivée et des deux sorties. On met ce qu'on appelle une vanne à trois voies, puisqu'en fait il y avait trois voies, et une vanne trois voies, c'est tout simplement le même dessin qu'ici, hein. Voilà. Si je veux bien représenter la vanne, ici vous devez mettre ceci comme ceci, voilà, là, comme ceci. Voilà, ça c'est une voie, une vanne simple voie. Voilà, j'ai mis deux vannes simple voie pour pouvoir. C'est des robinets, c'est juste simplement des robinets. Des robinets, voilà, alors, et ces robinets-là, ben, il suffit de voilà, les fermer là pour enlever le circulateur, déboulonner le circulateur et l'enlever. Voilà. Bon, donc ici, ça va être pareil. Bon, ici, on a le même dessin que ça. Voilà. Hein, ça, c'est pour aller de là à là. J'ai le même robinet, hein. Voilà. Par contre, il y a une autre voie. Il y a une autre voie qui est par là. Donc à ce moment-là, il faut tenir compte de ceci. Voilà. Et là, je viens de dessiner là une vanne 3 voies. Bien sûr, à l'intérieur, vous ne pouvez pas avoir de ligne, hein, dans le symbole. Voilà, je peux pas avoir de ligne dans le symbole. Donc, si vous voulez, si je le dessine en plus grand, je vais le dessiner en plus grand. Ça va donner ceci. Voilà, je peux pas avoir de ligne de tuyauterie dans, dans le dessin du symbole de la voie, de la vanne. Donc ça, c'est une vanne 3 voies, si vous voulez. Voilà. Donc, et là, je raccorde la vanne 3 voies, hein, je veux dire qui se trouve facilement dans le commerce. Vous demandez une vanne 3 voies et vous aurez, je veux dire, une vanne à 3 voies. Ici, c'est ces trois triangles. Là. Je ne sais pas si je les fais bien, mais voilà, ces trois triangles. Voilà, voilà, si je fais bien les. Tout est symétrique dans les triangles. Voilà, il n'y a rien de... Okay. Voilà, et donc ça, c'est un échangeur. Voilà comment il se câble. Voilà pourquoi il a 4 trous. Il a 4 trous. Voilà, et tout se passe avec des lamelles. C'est des lamelles à l'intérieur. Voilà, et voilà avec. Voilà, normalement, logiquement, une séparation ici. Logiquement, d'après ce que j'ai expliqué, il y a une séparation ici. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'est quoi ça? Ben, ça, je vois que quand on regarde à l'intérieur là-dedans, les deux là, ils sont fermés. Et je vois une visserie. Voilà, donc ça veut dire que c'est juste pour maintenir, c'est pour le fixer. Voilà, c'est pour le fixer ça.
Donc c'est rien d'autre. Voilà, donc ici on a le cours de chauffe avec l'échangeur primaire de chaleur, cours de chauffe qui est un brûleur bien sûr, 23 voies. Voilà, bien sûr l'arrivée, pour autant que vous payez vos factures d'eau, bien sûr vous aurez l'arrivée d'eau froide sanitaire qui arrive bien sûr via l'échangeur. De l'échangeur, on a l'exploitation de l'eau, dire d'eau chaude sanitaire, eau chaude sanitaire qui va servir généralement pour la cuisine, hein, euh, pour se laver, généralement pour se laver, parce qu'on désire se laver dans l'eau chaude quand il fait froid, parce que quand il fait chaud, on peut se laver dans l'eau froide, il n'y a pas de problème. Quand il fait une canicule, on désire que ça, c'est d'avoir de l'eau froide. Donc on peut se laver dans l'eau froide quand il fait une canicule, mais quand, je veux dire, en temps normal, on veut se laver avec une eau chaude, ou plutôt tiède. C'est pour ça qu'on essaye de faire des mélanges eau froide, eau chaude, pour essayer d'arriver à la température la plus adéquate en fonction de ce que l'on veut. C'est pour ça que dans une salle de bain, on retrouve de l'eau chaude et de l'eau froide. Un robinet d'eau chaude et un robinet d'eau froide. Voilà. Alors maintenant, l'eau chaude va servir pour faire la cuisine, hein, les cuissons de, voilà, vous voulez mettre sous vapeur, voilà, de la vapeur, voilà, de la vapeur, vous voulez manger à la vapeur, vous voulez euh, manger à la vapeur, c'est mettre, soit au niveau électrique ou soit au niveau des casseroles. Par exemple, vous prenez des casseroles, vous mettez de l'eau et vous remettez une casserole au-dessus avec des trous, ben, toute la vapeur va passer du bas vers le haut, hein. Et donc, vous pouvez mettre des aliments en haut pour cuire à la vapeur et essayer de perdre le moins de minéraux possible. Maintenant, une autre manière de cuire à la vapeur, c'est de mettre des casseroles, enfin, de l'électrique. On vend des appareillages où on chauffe le bas, l'étage du bas est chauffé au lieu de, bien sûr, d'une résistance chauffante. Et bien sûr, ça va envoyer de la vapeur et il y a des étages supérieurs qui ne sont pas mis en contact avec l'eau. Et voilà, donc vous chauffez de l'eau pour avoir de la vapeur et cuire tout ce que vous voulez, dire dans les étages supérieurs. Voilà, poisson, tout poisson, viande, même de la viande, tout ce que vous voulez, et rajouter par après les condiments qu'il vous faut par rapport à votre viande que vous avez cuit à la vapeur, par exemple. Voilà. Ça, c'est une chose, ben, vous pouvez faire de la vaisselle à l'eau chaude. Quoique certains ont un lave-vaisselle, donc fatalement, ils n'ont pas besoin d'eau chaude sanitaire parce que c'est le lave-vaisselle qui contient sa propre résistance chauffante et qui chauffe. Voilà. Mais donc ici, chauffer, on peut laver sa vaisselle, à manger avec, c'est-à-dire la cuisine, faire de la cuisine avec. On peut faire énormément de choses avec de l'eau nettoyage. Euh, voilà, sur les carrelages, mais je préconise pas de rejeter de l'eau dans les carrelages parce qu'à la longue, c'est pas bon. Pour avoir des décrochages de carrelage. Donc, les carrelages, il faut les nettoyer, je veux dire, logiquement, je m'excuse, avec un torchon. Un torchon un petit peu mouillé, voilà. Euh, éviter de, je veux dire, de jeter de l'eau à tort et à travers parce que l'eau finit par attaquer, je veux dire, même si vous avez mis des carrelages sur les à côté, eh bien, ça peut attaquer, je veux dire, les murs, les plafonnages, etc., etc. Sachez que dans une maison, l'humidité, c'est pas trop bon et aller mettre de l'eau, bon, s'il suffit qu'elle s'engouffre dans des trous qu'il faut pas pour qu'il y ait je veux dire, de l'eau qui va rester là-bas et qui risque, je veux dire, à la longue de pourrir. Si le trou il est là, si vous ne vous le rebouchez pas, la prochaine fois, il y a encore de l'eau qui va rentrer dans ce trou-là. Donc, des petits trous finement fins peuvent ramener de l'eau, je veux dire, et pour faire pourrir les choses. L'eau, je vous dis, dans un bâtiment, n'est pas très apprécié, hein. Donc, allez nettoyer, je veux dire, non pas en jetant de l'eau, mais je veux dire voilà, avec un torchon. Un torchon. Voilà. Donc, et l'eau peut servir à beaucoup de choses, hein, frotter. Quoique les meubles, on peut les frotter avec des produits spécifiques pour meubles. Voilà, donc l'eau, l'usage de l'eau, voilà. Maintenant, si vous devez laver votre voiture, si vous avez une citerne, profitez de votre citerne pour laver votre voiture. Voilà. Voilà. N'allez pas utiliser de l'eau chaude sanitaire parce que c'est du gaspillage à ce moment-là. Si vous avez une citerne, c'est du gaspillage. Avec une citerne, on peut faire énormément de choses, surtout si on met dans son cheminement euh, euh, tout des matériels de purification de l'eau. À ce moment-là, vous pouvez rejeter l'eau vers les cuvettes de WC. Euh, voilà, déjà une chose, et vous allez faire un gain extraordinaire, je veux dire. Quoique l'eau, ça ne coûte pas cher au mètre cube, mais c'est à la longue, hein. Avec les années, vous pouvez faire des gains. Bon, c'est pas les quelques cents que vous allez faire. Parce que l'eau, quand vous regardez le prix de l'eau, c'est pas fort cher comme on le croit. L'eau n'est pas fort cher, hein. Bon, et que la plupart du temps, le prix de l'eau, il est fixé par les investissements faits par voilà, euh, voilà, le fournisseur d'eau. Le fournisseur d'eau fait des investissements
colossaux, donc il fait des emprunts, et donc fatalement, quand il fait des emprunts et qu'il faut payer ses dettes, ben, il augmente le prix des factures, voilà, des factures d'eau. Voilà, et donc c'est à cause de ça que le prix de l'eau est cher. Voilà. Parce que de l'eau, si vous voulez, vous en avez, il tombe du ciel gratuitement, hein. Voilà, c'est ça que je vais vous dire par là. Vous mettez des cuvettes de remplissage d'eau, vous pouvez avoir tout l'eau que vous voulez. Donc, quelque part, l'eau n'est pas aussi chère, mais à la longue, bien sûr, l'eau, il faut la préserver aussi. Je veux dire, il ne faut pas gaspiller. Quand il fait chaud, il y a moins d'eau que quand il fait froid. Quand il y a des temps de pluie, on a beaucoup d'eau, mais quand il fait plus chaud, en été, avec le réchauffement climatique, il y a des grands consommateurs d'eau que sont les agriculteurs, les industries, etc. Ils prennent leur part d'eau, mais après, bon, si il fait fort chaud, le problème il se pose pour les agriculteurs, puisqu'en fait, ils sont limités au niveau voilà, de leur usage d'eau. Voilà. Donc, l'eau sert à beaucoup de choses. L'eau, c'est la vie, oui. L'eau n'était pas utilisée précédemment dans les temps anciens comme maintenant, puisque maintenant on a l'eau chaude sanitaire, bien sûr ici c'est une chaudière gaz qui a deux fonctions. Donc ces deux fonctions, c'est de chauffer les radiateurs de l'habitation. Ici je vous ai mis un radiateur, mais vous pouvez interconnecter autant de radiateurs que calculer par rapport à la puissance comment on appelle ça, du radiateur, hein. On ne met pas 50 milliards de radiateurs, alors que bon, voilà, on met un nombre de radiateurs calculé parce que c'est du calcul, tout ça c'est du calcul, hein. Pour installer un radiateur, vous devez calculer le volume, les matériaux et tout ce qui s'ensuit pour tout ce qui est coefficient je veux dire, voilà, de matériaux, voilà, que les pertes de chaleur que vous allez avoir, les volumes, tout ça c'est calculé, hein. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.